je précise que Armand Tiberge, qui devait nous rejoindre, qui est le CEO de Sendinblue, ne va pas pouvoir venir parce qu'il est triple cas contact. Donc il a préféré éviter exactement, nous épargner ça. Peut-être rapidement, dans un premier temps, je vous laisse peut-être chacun vous présenter afin qu'on vous connaisse un peu mieux. Aurélie, tu veux commencer ? Oui, je vais commencer. Donc moi, je m'appelle Aurélie Jean, je suis docteur en sciences et entrepreneur. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. Je vis et je travaille entre les États-Unis et la France, entre Los Angeles et Paris plus exactement. J'ai mon entreprise In Silico Veritas créée en 2016 et en parallèle, donc, je suis aussi partenaire chez Altermind où on fait du conseil en développement algorithmique pour des clients privés. Et à côté, j'ai un petit programme de recherche depuis près d'1 an sur un cas médical de cancer du sein et j'enseigne l'algorithmique à l'université aux États-Unis. Voilà. Thierry ? Oui, bonjour, Thierry Vandeval. Moi, j'ai d'abord eu une vie d'entrepreneur où j'avais fait une première boîte que j'ai vendue à Publicis, prédécesseur ici. Puis ensuite, je suis parti en Chine pendant 5 ans où j'ai monté une deuxième boîte que j'ai vendue à L'Oréal. Et depuis 2015, je suis VC, donc j'investis en seed et série A dans un fonds qui s'appelle Isaïe, dans lequel je suis partenaire, dans des boîtes françaises, des startups françaises. Jean-Marc ? Bonjour, donc moi je suis éditorialiste au quotidien Les Échos. Je ne suis spécialiste de rien et donc très intimidé d'être ici. Alors on va peut-être commencer par vous, Jean-Marc. On a d'un côté des GAFAM, de l'autre côté des BATX. La question c'est pourquoi et pourquoi on n'en a pas en Europe ? Alors je vais commencer par l'histoire du petit Sergueï. Sergueï, il a 6 ans quand ses parents, qui sont des scientifiques soviétiques, juifs, décident de quitter l'URSS. Et ils arrivent à Paris. Et à Paris, on trouve un poste au père de Sergueï, Mikhaïl, un poste de mathématicien contractuel. Et puis, il a failli rester. Et puis, il y avait des problèmes avec sa femme qui ne trouvait pas de boulot. Et donc, ils sont partis aux États-Unis. Et c'est comme ça que Sergey Brin est arrivé aux États-Unis. Et il a fondé quelques années plus tard Google. Et la question que je me pose depuis des années, je vous la pose, j'espère qu'elle va vous empêcher de dormir aussi, c'est si on avait trouvé un boulot pour la maman de Sergueï, est-ce que Google aurait été français ? Ou bien est-ce que Google n'aurait pas existé ? C'était un peu la question que posait aussi Maurice Lévy tout à l'heure autrement. Et ça m'amène au premier point pour lequel il y a des Google, il y a des GAFA, il y a des BATX, et puis on n'a pas en Europe. Première raison, c'est la culture entrepreneuriale. J'ai regardé GAFAM, les fondateurs des GAFAM, ils avaient tous 20 ans, sauf Jeff Bezos, qui était le vieux, il avait 30 ans quand il a lancé son entreprise. Tous les autres, ils avaient 20 ans, ils étaient à l'université. Je ne pense pas que dans les universités européennes, il y ait beaucoup de gens à 20 ans, hélas, mais qui aient cette envie-là. Il y a une Française qui a eu la semaine dernière le prix Nobel de chimie. Elle a eu une aventure entrepreneuriale, mais c'était aux États-Unis. Elle ne l'a pas eu en France. Et voilà, donc la première dimension, je crois, est vraiment une culture entrepreneuriale aux États-Unis. Donc ça, premier point sur les GAFAM. Le deuxième point sur les GAFAM, c'est évidemment l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour développer une entreprise et pour la développer vite sur un grand marché. Et il y a des circuits financiers aux États-Unis qui sont extraordinairement puissants, qui n'existent pas ou qui sont encore embryonnaires ou qui ne sont pas assez puissants, même s'il y a des aspirations, même s'il y a des progressions. Mais clairement, on n'est pas encore dans les mêmes catégories. Côté chinois, il y a un troisième point qui est la vision, qui est une vision de long terme, qui est portée par l'État. Le gouvernement chinois, les autorités chinoises ont décidé que la bataille avec les États-Unis serait une bataille technologique. Ils ont décidé, en faisant une analyse extrêmement longue sur plusieurs siècles, si la Chine a perdu son premier rang au XVIIe siècle, elle l'a perdu à cause de la technologie. Et donc c'est par la technologie que la Chine redeviendra la première puissance mondiale. Des moyens absolument considérables ont été investis pour faire de la formation. Il y a des centaines de milliers d'ingénieurs qui sortent chaque année des écoles, des universités chinoises. Capital risque, le marché du capital risque en Chine maintenant est à peu près de même ampleur que le marché américain, et évidemment soutien des grandes entreprises en Chine et à l'international. Une vision de long terme pour rattraper du retard, et puis aussi parce que une autre façon de rattraper le retard, c'est quand on n'est vraiment pas en avance, on a plus envie.
Par exemple, si vous n'avez pas de moyens de paiement, aux États-Unis, il y a des cartes bancaires partout, en Europe aussi. En Chine, il n'y en avait pas. Et donc, quand on vous propose un paiement par mobile, vous n'avez pas de carte bancaire, vous dites ça, c'est génial. Et donc, on a 5 ans de retard, on prend 10 ans d'avance. Nous, en France, avec le Minitel, on a fait l'inverse. On avait 5 ans d'avance. On a pris 10 ans de retard sur Internet qu'on a fini par rattraper. Donc, une vision de long terme, de rattrapage pour la Chine, mais aux États-Unis aussi, il y avait une vision de long terme. Et puis, le 4e point, c'est évidemment la taille du marché. Ça a été évoqué dans les interventions précédentes. C'est évident dans la fintech, quand vous regardez les histoires des fintechs européennes, eh bien, elles se développent dans un pays, puis ensuite elles vont dans le pays d'à côté, même s'il y a des normes européennes, elles passent beaucoup de temps à essayer de passer de l'un à l'autre, et elles se cassent souvent les dents là-dessus. Le marché chinois, c'est 4 fois le marché américain, et le marché américain, c'est 4 fois le plus gros marché européen. Et donc, dans les développements, ça joue évidemment de manière absolument essentiel. Donc la culture, l'argent, la vision, le marché, voilà au moins 4 raisons pour lesquelles on a des BATX, des GAFAM et pas d'équivalent européen pour l'instant. Oui, alors justement sur merci Jean-Marc, sur ce sujet de différence structurelle des marchés, Thierry, comment, alors avec une approche notamment de VC, d'investisseurs, comment toi tu analyses cette différence de marché? Oui, alors j'adhère à tous les points qui viennent d'être donnés, mais je pense qu'il y en a un supplémentaire. Parce que ces points-là, pour plein de raisons, quand même, depuis pas mal d'années, on est quand même en train un peu de les résorber. Sur l'aspect entrepreneurial, je crois qu'en 10, 15 ans, en tout cas en France, mais de façon générale en Europe, on a fait un saut entrepreneurial considérable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entrepreneurs de qualité. Sur les moyens, il y avait en effet... Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment pas de VC en France. Enfin, il y a 15 ans, il n'y avait pas de VC. Aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y en a probablement moins qu'aux États-Unis, mais on peut développer quelque chose et avoir de l'argent. En revanche, il y a quelque chose qui manque. Vous avez parlé un peu du marché, mais il y a pour moi une culture de l'innovation et un marché qui adopte moins vite des nouvelles technologies que ça peut l'être aux États-Unis. Si on veut vendre une innovation en Europe, c'est plus lent de trouver des acheteurs qu'aux États-Unis, où les gens sont quand même plus dans une logique je teste, on y va, on verra bien, et puis voilà. Donc il y a une adoption plus rapide. Ça, c'est vrai pour les États-Unis. Et en Chine, je ne suis pas sûr qu'en Chine, il y ait une adoption plus rapide culturellement, mais en revanche, il y a l'État qui, lui, va imposer quasiment l'adoption, en disant, bah voilà, à tel endroit, ici, maintenant, tel techno, c'est comme ça, et vous l'adoptez, et puis comme ça, on va tester rapidement. Ce qu'ils font sur la voiture autonome. Dans telle ville, à tel endroit, la voiture autonome, elle est obligatoire, on va faire un test grandeur nature, et du coup, les boîtes trouvent tout de suite des clients. On n'a pas trop ça en France, et de façon générale en Europe, et donc c'est un peu plus lent qu'une innovation arrive. Sergey Brin, s'il avait monté Google en Europe, je ne sais pas s'il aurait trouvé des clients aussi vite qu'aux États-Unis, et je ne sais pas s'il aurait eu l'État qui l'aurait aidé autant qu'aux États-Unis, ou s'il avait été en Chine, l'État l'aurait aidé beaucoup. Donc nous, on manque d'un marché, et ce que je vois sur nos sociétés, nos boîtes qu'on finance, il y a des talents qui sont incroyables, il y a un esprit entrepreneurial aujourd'hui, à mon sens, qui est là. Il y a globalement de l'argent, même si on pourrait toujours en vouloir plus, mais il y a de l'argent. En revanche, c'est pas très facile d'imposer une innovation, c'est un peu plus lent. C'est pas un drame en soi d'être plus lent, sauf qu'aujourd'hui, les innovations passent les frontières tellement rapidement que si on est plus lent d'une année ou deux, c'est Facebook qui prend la place en France et en Europe, et de fait, ce ne sera pas un Européen. Ça veut dire que la fragmentation du marché dont parlait Jean-Marc est une des raisons, d'après toi ? Oui, et quand on parle, justement du financement, on dit il y a de l'argent. Est-ce qu'une notion de fonds européens serait quelque chose qui permettrait d'aller plus vite, plus loin ? Là, ça revient un petit peu sur Jedi, mais des fonds européens, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, tu peux nous présenter Jedi Alors, je vais en parler parler 2 secondes. Sur les fonds européens, depuis 1984, il y a eu 200 milliards d'euros qui ont été investis dans les programmes de R&D européens. Le problème, c'est que ces 200 milliards d'euros, à la différence de ce qui est investi en Chine ou aux États-Unis, qui investissent des sommes probablement supérieures, mais ce n'est pas, à mon sens, le sujet, c'est que ces 200 milliards d'euros, ils ne sont pas été investis avec une vraie vision politique, ils sont investis avec une vision un peu budgétaire, un peu administrative, un peu, on est 27 pays, il va falloir en donner un petit peu aux Allemands, un petit peu aux Hongrois, un petit peu aux Français, et finalement c'est distribué de façon un peu bureaucratique,
sans forcément avoir une vraie vision politique de dire non seulement je distribue de l'argent, mais je vais aider avec un poil de protectionnisme mes sociétés que j'ai aidées financièrement à ce qu'elles marchent. Bon, on distribue de l'argent, c'est un guichet, c'est pas tout à fait la même chose. J'en reviens à JEDI. JEDI, auquel je participe, c'est un collectif, c'est fait sous forme d'une fondation, mais c'est aujourd'hui un collectif d'à peu près 4000 leaders tech. Alors il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de start-up, il y a beaucoup de patrons de grands groupes, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires européens, des patrons de centres de recherche. Avec tous, on a cette logique de dire de l'argent, globalement, il y en a au niveau européen pour financer les innovations de rupture de demain, que ce soit l'hydrogène, la voiture autonome, etc. De l'argent, il y en a, on peut en vouloir plus, mais il y en a. En revanche, il est distribué de façon un peu bureaucratique. Essayons de le distribuer comme un fonds d'investissement le ferait. Sachant qu'un fonds d'investissement, lui, ne peut pas vraiment financer les innovations de rupture à horizon 20 ou 30 ans, donc on ne peut pas demander ça complètement au secteur privé. Mais faisons avec cet argent public la même chose. Et donc, la DARPA aux États-Unis le fait un petit peu, mais je veux pas aller plus loin dans le copier-coller, parce que l'idée n'est pas de faire une DARPA européenne. C'est de dire, alors on organise des challenges, on dit, voilà, on va prendre de l'argent, on va financer une innovation de rupture, on va donner de l'argent à un certain nombre de labos de recherche. Donc là, on a plusieurs challenges en cours. Et si ça ne marche pas, on va arrêter au bout de 6 mois, 1 an. On va fonctionner comme un fonds d'investissement. Et on va le donner à la meilleure équipe. On ne va pas raisonner, est-ce qu'elle est allemande, est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est basée à Toulouse, etc. Voilà, cette logique JEDI, c'est ça. D'accord. Alors ça renvoie effectivement au sujet de la recherche et du financement de la recherche, du fonctionnement de la recherche. Et là, Aurélie, toi, tu as une vision très précise de ces sujets-là, évidemment, à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. Quelle est ta vision des choses là-dessus ? Alors moi, je remercie Jean-Marc parce que je ne connaissais pas l'histoire de Sergueï, donc je vous citerai, voilà, si ça vous dérange pas, parce que je trouve l'histoire extrêmement drôle. Comme quoi l'avenir se joue parfois sur un détail. En fait, mais il y a sur tout ce qui a été dit, en fait, moi je rajouterais 2-3 choses. Et après, on parlera quand même des choses qu'on a et qu'on n'exploite pas assez. Parce que je pense qu'il faut aussi dire tout ce qu'on a et ce qu'on n'exploite pas, par peut-être méconnaissance de comparaison avec l'étranger. Mais il y a 3 choses. Moi, ce que j'ai remarqué dans les grands patrons d'entreprises technologiques, alors je vais parler technologique, pas de fintech, parce que c'est... Même si j'ai travaillé 2 ans à Bloomberg, en fait, je connais quand même plus la tech en général. Les grands patrons des entreprises tech américaines, et je parle que des États-Unis que je connais, sont des techniques, des ingénieurs et des scientifiques, ce qui n'est pas le cas en France. Et je vais vous expliquer pourquoi, et c'est un grave problème qu'on a en France. En France, on ne valorise pas la technique, et je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'on a une très belle organisation qui s'appelle French Tech, la French Tech. On en est très fiers, on en a tous profité mondialement, même moi, c'est un label en fait qui aide à l'étranger. Le souci, et c'est ce que je regrette systématiquement, c'est dès qu'il y a un événement French Tech, il n'y a que les PDG, et qui sont en France par nature et histoire business, qui viennent, qui sont présents, qui parlent, qui témoignent. Les directeurs techniques qu'on appelle des CTO, des Chief Technology Officer, ne sont jamais invités, on ne les connaît pas. Et à un point, c'est qu'ils ont dû créer leur propre assoce, dont je fais partie, qui s'appelle Tech Rocks, et qui se réunit ici le 11 décembre, comme chaque année. Et je vous le dis ouvertement parce que je pense que le problème, c'est que moi, j'ai des amis qui ont lancé des boîtes en France et qui, donc techniques, des purs ingénieurs, et quand ils sont arrivés devant des investisseurs, des ventures, les gens leur disaient « Où est le CEO ?» Et là, il est là, le CEO. Où est le CEO ? Enfin, le PDG est forcément business, n'est pas technique. Donc ça, c'est un point important, gardez ça en tête. C'est que je pense qu'il y a un manque de valorisation profond de la technique et voilà, en France. Et moi, je rêve d'avoir des PDG d'entreprises techniques qui soient des techniques, des ingénieurs ou des scientifiques. Deuxième point, qui est aussi un point extrêmement important et que je vois profondément la différence, c'est la valorisation de la recherche. Aux États-Unis, alors, je vais d'abord expliquer pourquoi je dis ça. Alors je parle que dans le domaine technique, encore une fois. Je ne parle pas dans les sciences sociales, dans la médecine, je le connais par l'application, mais pas dans les recherches fondamentales. Dans l'IA, dans la data, dans l'algorithmique, dans les sciences numériques de façon générale, dans la recherche, ce qu'ont développé, moi je donne souvent cet exemple, mais ce que j'ai développé en thèse il y a 17 ans n'est toujours pas dans l'industrie. Ce qu'on développe aujourd'hui en recherche se retrouve quelques années après dans l'industrie, en intelligence artificielle, je parle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une accélération des innovations dans la recherche et une accélération et une facilité, en fait, on a une translation beaucoup plus puissante et rapide d'un résultat de recherche, d'une innovation à un cas industriel. Et ça, en fait, ça a des conséquences dingues sur l'économie industrielle et aux États-Unis, ils l'ont très bien compris.
à un point, c'est qu'ils vont aller chercher dans la recherche des solutions technologiques, ils vont tirer les chercheurs, les postdocs, pour qu'ils créent des boîtes en parallèle de leur... Non mais c'est vrai, enfin... Et en fait, moi j'ai beaucoup regretté que dans le plan de relance économique, on n'ait pas du tout parlé de la recherche. Et moi, je pense que ça veut dire on se plante de direction, c'est que la recherche est un levier de relance économique. Et si on ne le comprend pas, en fait, on verra toujours la recherche comme un brûleur d'argent et pas un créateur d'argent. Voilà. Et je le dis ouvertement et ça va être de pire en pire parce qu'on voit, on a une accélération des développements technologiques et scientifiques dans le domaine de l'IA pour plein de raisons. Enfin, on pourra en parler, mais qui font que voilà, il va falloir chercher dans la recherche des innovations. Donc ça, nous, par exemple, c'est ce qu'on fait au sein de l'Altermind. On va chercher dans la recherche les dernières innovations pour aller faire du développement algorithmique pour nos clients. Donc on s'intéresse vraiment à des cas très, très particuliers, bien évidemment. Et enfin, une dernière chose, mais que je trouve intéressante, c'est que moi, j'aimerais vraiment, et après on parlera des choses qu'on a et sur lesquelles il faut capitaliser, parce qu'on a de belles choses en France et qu'on n'en parle pas assez. Enfin, on va en parler. Faut pas faire du French bashing non plus. C'est que, parce que moi, tout ce que je dis, c'est toujours des opportunités pour des améliorations. Je condamne jamais, j'apporte toujours des solutions. C'est qu'en fait, j'aimerais tellement que nos grandes richesses, les grandes familles, les grandes richesses françaises, investissent davantage dans la tech et dans la recherche. Moi, je le dis souvent, mais moi, mon premier programme de recherche aux États-Unis, il y a 10 ans, c'était un programme sur l'infarctus, sur le cœur. Développer des algorithmes pour comprendre la régénération d'un cœur en laboratoire. Eh bien, c'est la moitié de mes fonds venaient d'une grande famille américaine qui va financer directement ce programme de recherche, pour des raisons diverses et variées. Et en fait, c'est vrai que j'aimerais, et ça encore, je pense que c'est parce qu'on n'a pas compris le rôle de la recherche et le rôle de l'innovation, c'est je rêve d'avoir des grandes richesses françaises qui investissent massivement dans la recherche, et j'espère que ça va venir, mais ça ne l'est pas encore. Et voilà, donc c'est les 3 choses que je vois qui pourraient aider, en plus de tout ce qui a été dit ici. D'accord, merci. Alors, si on regarde un petit peu maintenant le sujet du protectionnisme, parce que tu as cité le mot protectionnisme, Thierry, on a depuis longtemps considéré que le mot protectionnisme était un gros mot, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire de protectionnisme. L'Europe a assez respecté ça, et on a l'air de découvrir aujourd'hui qu'en réalité, le protectionnisme, c'est pas seulement enlever les barrières tarifaires, c'est aussi protéger ces groupes, leur donner accès à des marchés, faire attention à l'antitrust, etc. La Commission européenne commence à se saisir du sujet. Si on regarde notamment sur les aspects réglementaires, mais il peut y avoir d'autres aspects. Si on prend par exemple l'exemple du RGPD, Aurélie, tu peux peut-être nous en dire un mot. Est-ce que c'est une forme de protectionnisme? Est-ce que c'est un moyen de faire du protectionnisme? Un protectionnisme intelligent qui protège nos entreprises, en fait. Alors moi, c'est vrai que je suis assez libérale, mais le protectionnisme ne me fait pas peur parce qu'aux États-Unis, par exemple, les lois antitrust, elles sont assez violentes, quoi. Et tant mieux. Enfin, voilà, il y a eu plein de regroupements de boîtes qui n'ont pas été possibles aux États-Unis, il faut le savoir. Et il y a beaucoup de discussions aujourd'hui pour justement casser aussi certaines entreprises. Le RGPD est une force. Tu vois, on parlait de quelles sont nos forces. Et le RGPD est une force, c'est pour une raison qui n'est jamais évoquée. Le RGPD, c'est 2 choses. La première, et je vous le dis parce que moi, j'ai les États-Unis qui m'en parlent tout le temps et qui ont les yeux qui brillent. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, c'est bon. Nous, on le connaît sous la forme d'un texte qui protège les données personnelles. Alors, c'est quelque chose qui est révolutionnaire parce qu'en fait, il va faire tache d'huile, qui va être une référence et qui l'a été pour le texte californien qui est le CCPA, le Consumer Californian Privacy Act. Donc qui a été. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder les différences entre ça et le RGPD, parce qu'on pourrait aussi s'inspirer pour modifier le RGPD. Mais ça, c'est un avis. Mais en fait, il y a même je crois que c'est au Bénin, ils ont fait un texte qui s'est inspiré du RGPD. Donc en fait, le RGPD est en train de changer les choses et ça va devenir un différenciateur économique et un différenciateur compétitif des entreprises qui viendront justement rassurer leurs utilisateurs, leurs consommateurs, leurs clients. Il y a un deuxième point dont on ne parle jamais. Le RGPD il a été créé pour un enjeu économique énorme qui est la libre circulation des datas au sein des pays de l'Union. Personne n'en parle. Et pourquoi c'est un enjeu énorme? Parce que je pense que cette crise, et alors peut-être que c'est moi qui ne comprends pas les tenants et les aboutissants du texte, c'est possible. Mais moi j'ai été très étonnée quand j'ai vu que les pays, quand l'Allemagne et la France et d'autres pays créaient leur propre application de traçage, j'aime pas trop le mot, mais bon, comme nous c'était Stop Covid et l'Allemagne je sais plus quoi, enfin bref. Le premier truc que je me suis dit c'est l'échec du RGPD.
Parce que le RGPD devrait faire qu'on a une application pour l'Europe. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en France, vous partez en Allemagne, vous allez en... Enfin, moi, j'ai été par exemple au Portugal début juillet. En fait, si vous avez l'application, elle ne marche pas Enfin, j'étais en Espagne, au Portugal, ça ne marche pas. Et donc, vous voyez, donc, je trouve que ça, pour moi, c'est un échec du RGPD. C'est un échec de l'application du RGPD. C'est dommage. Et donc, en fait, il faut toujours penser, il y a un enjeu économique énorme, c'est la libre circulation des datas. À un point, c'est que moi, les gens à qui je parle de mon entourage aux États-Unis, c'est pas la protection des données. Le premier truc dont ils me parlent, c'est la data circule librement. C'est un enjeu fort économique. Et bien, la data, elle circule pas, en fait. Sachez-le. Et c'est dommage. Donc, il faut essayer on a une force éthique et une force économique à travers cette circulation. Et voilà, c'est juste ce point que je voulais dire, parce qu'on ne parle jamais de la circulation de la data, alors que c'est un enjeu énorme pour des entreprises qui veulent s'inscrire à l'échelle européenne, ou même pour la recherche et autres. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas su saisir, on ne comprend pas l'opportunité de ce texte en Europe, c'est ça? Écoute, je sais pas, soit c'est moi qui n'ai pas compris. Pourtant, j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet, je parlais avec des avocats. Mais moi, ça me paraissait évident, en fait. Tu vois, il faut penser Europe. Donc les Américains ont mieux compris que nous l'intérêt en tout cas, de dans mon entourage, ils ont mieux Europe. compris, parce que je vois, ils me disent, mais c'est génial, la data circule. Je fais, ouais, maybe not. Donc je sais pas. Mais c'est dommage, parce que c'est un texte qui est vraiment révolutionnaire, il faut le dire. C'est pas, voilà, c'est plus libéral qu'on imagine. Jean-Marc, peut-être un mot sur ce que pourrait être un protectionnisme intelligent. Comment on pourrait créer ça en Europe pour favoriser l'émergence de grands acteurs? C'est ça l'enjeu. Alors, je vais vous décevoir, moi je pense qu'un protectionnisme intelligent, ça n'existe pas. Et je continue de considérer que c'est un gros mot. En revanche, il est essentiel de se demander si on a une concurrence réelle, si on a une concurrence équitable, si on a une concurrence réciproque. C'est-à-dire, si des acteurs d'un pays peuvent venir faire des choses dans l'Union européenne, est-ce que les acteurs de l'Union européenne peuvent faire la même chose dans le pays? Ça, c'est pas du protectionnisme. C'est au contraire, c'est une concurrence équitable. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut avancer sans naïveté. Et l'Europe a souvent été un peu naïve sur ces questions-là, en particulier sur les questions de concurrence, en poussant la concurrence beaucoup plus loin que ne l'ont fait les autres grandes puissances du monde. C'est évident de la Chine, c'est évident aussi des États-Unis. Il y a un livre qu'a créé un économiste qui s'appelle Thomas Philippon l'an dernier, qui montre à quel point la concurrence est maintenant beaucoup plus forte dans l'Union européenne qu'elle ne l'est aux États-Unis. Il prenait l'exemple des télécoms, mais il y a plein d'autres exemples. Donc voilà. Alors, il y a différentes façons d'assurer une concurrence équitable. Le RGPD a été évoqué, donc ça, on est sur des normes éthiques et puis des normes aussi économiques de propriété des données. On a des questions de normes techniques aussi, et ça, on n'en parle pas, ça n'intéresse pas. Mais je veux tout de même le mentionner pour mémoire. Ce n'est pas par hasard si l'ICANN reste sous influence américaine. Donc c'est l'organisme qui gère les noms de domaine et les adresses sur Internet. Ce n'est pas par hasard non plus si à l'Union internationale des télécommunications, maintenant, il y a un président chinois. Et s'il y a des présidents de commissions qui sont chinois aussi. Et si vous regardez la production de l'Union internationale des télécoms, ça commence à se voir dans les textes qui sortent. Alors ça, évidemment, mais c'est technique et c'est très souvent derrière, il y a des grandes entreprises derrière. Et donc c'est assez normal que pour l'instant, les Européens ne soient pas sur ce champ-là. Mais il y a même là quelque chose qui se joue pour la compétitivité et l'égalité de la concurrence de l'avenir. Et puis il y a un troisième point donc, qui sont les règles de la concurrence. Là, on est en plein dans l'actualité. Aujourd'hui, il y a eu un mémorandum qui a été révélé par le Financial Times, signé par Cédric O et son équivalente néerlandaise, disant il faut faire même attention à la concurrence des géants numériques des autres pays. Et ça, le problème, c'est qu'on a un problème conceptuel là-dessus. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment réguler ces instances. Et là, il y a un gros travail à faire. Pour une raison simple, c'est que tous les géants du numérique sont en rendement croissant. C'est du raisonnement économique, mais plus il y a de gens qui font des recherches sur Google, plus Google est efficace. Plus il y a de gens qui sont sur Facebook, plus Facebook peut mettre en relation des gens qui... Et c'est pareil pour les autres. Sur Amazon, plus il y a de vendeurs sur Amazon, plus Amazon est efficace. C'est stupide de casser ça, comme on a cassé AT&T il y a 30 ou 40 ans et comme on a cassé le pétrole américain il y a un siècle. Il faut faire autrement. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas comment faire. On peut empêcher ces géants d'avoir des techniques
prédatrice, d'acheter des tout petits pour les empêcher de grandir et de leur faire une concurrence. Alors ça, il y a plein d'exemples avec Google, avec Amazon, avec Facebook encore plus, Instagram, WhatsApp par exemple, empêcher les techniques prédatrices. Mais une fois que c'est acheté, c'est très difficile de revenir en arrière parce que c'est très, très imbriqué. Et donc la solution derrière, on revient à ce que disait, ce qui était dit tout à l'heure, c'est les données. C'est à qui appartiennent les données. Est-ce que les données appartiennent aux entreprises ? La réponse, c'est non. Comment est-ce qu'on fait à partir de ça ? Et là, pour moi, l'enjeu essentiel là-dessus, pour avoir non un protectionnisme, mais pour avoir une concurrence équitable qui va permettre à ce moment-là à des géants européens d'apparaître, c'est gérer la donnée, la rendre, la faire appartenir à qui elle doit appartenir, c'est-à-dire chacun d'entre nous, mais que ça devienne une réalité. Aujourd'hui, je sais que le RGPD protège tout ça, si ce n'est que moi, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi je clique 5 fois par jour des trucs en disant d'accord parce que je n'ai pas le temps de lire et je n'ai pas le temps de faire. Donc il faudra trouver autre chose. Et voilà, pour moi c'est le gros chantier de l'avenir. D'accord, donc on ne parle toujours pas de protectionnisme. Et alors Thierry, néanmoins, comment on fait dans ce cas pour favoriser non pas le protectionnisme vis-à-vis de nos entreprises européennes, mais pour leur permettre d'atteindre cette concurrence juste au plan international? Oui, alors on est beaucoup sur les mots de concurrence juste ou le protectionnisme. Est-ce que c'est un beau mot, un vilain mot? Moi, comme beaucoup de gens probablement ici, je pense que la compétition, c'est très créateur de richesse et très créateur de valeur. Donc il ne faut pas arrêter les notions de compétition, etc. Maintenant, j'ai passé du temps en Chine. Vous savez, si vous lisez Sun Tzu en Chine, qui est une référence de la guerre, en Europe, on va considérer qu'une guerre est bonne si elle est loyale. Alors on va se mettre des règles, etc. Puis on fait la guerre, puis il y a un gagnant. Et dans l'économie, on va considérer pareil. Il y a des règles, loyauté, etc. En Chine, le mot de loyauté n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de notion de loyauté. Il y a une notion de, si on a une guerre, il faut la gagner. Ce qui compte, c'est de la gagner. Si je peux gagner sans combattre, parce que par des moyens déloyaux, j'ai réussi à gagner, c'est beaucoup mieux. Donc cette notion, elle n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est gagner. Je parle pour les Chinois, pour les Américains, c'est probablement un peu différent, mais il y a des notions comme ça. Donc pour moi, le protectionnisme, si on veut ne pas utiliser le mot, on n'utilise pas le mot, mais en soi, je crois que ce ne serait pas choquant d'assumer qu'à un moment, sur un sujet qui est fondamental, qui est celui des data au sens large, mais donc on parle d'un cloud souverain, un Amazon, c'est des questions de data, un Facebook, c'est des questions de data, donc tout ça est data au sens large. Si on considère que ça, c'est quelque chose qui est important, et une notion de souveraineté pour les 20 prochaines années, il ne faut pas qu'on rate cette révolution. Pour le moment, on est quand même en passe de l'avoir ratée, mais on ne peut pas se dire qu'on va la rater tout le temps. Et donc, je pense qu'il faut assumer une certaine dose de protectionnisme. On appellera ça comme on veut, à un moment où l'État va dire ça, c'est des choses importantes, le marché doit revenir à des Européens sur ces sujets. On ne pourrait pas le faire au niveau français parce qu'on est trop petit, puis ça n'a pas beaucoup de sens. Mais au niveau européen, c'est tout à fait faisable. Il y a quelques décennies, une chaîne de télévision en France, à l'époque on ne raisonnait pas au niveau européen, on raisonnait au niveau français, une chaîne de télévision ne pouvait pas appartenir à un étranger parce que l'État considérait que l'information, c'est quelque chose qui est central et ça devait appartenir à 51% à un Français. Je ne serais pas choqué qu'on dise qu'en Europe, un moteur de recherche qui aujourd'hui a une influence sur un nombre de boîtes considérable, qui a presque autant de pouvoir qu'un État à bien des égards, doivent appartenir à un Européen lorsqu'il opère en Europe. Ça ne me choquerait pas. Je crois que Donald Trump vient de nous donner la voie avec TikTok. À mon avis, les États-Unis n'accepteraient pas que Google soit européen avec la puissance qu'il a aujourd'hui s'il était aux États-Unis. Et en Chine, il n'y a même pas besoin d'avoir l'avis. De fait, ils l'ont interdit tout de suite pour plein d'autres raisons, mais celle-là en faisait partie. Il était évident pour eux qu'il était hors de question que ce soit un acteur étranger qui puisse opérer comme ça. Donc je crois que sur des choses fondamentales comme celle-là, il faudrait que l'Europe ait un courage et admette finalement de dire voilà, sur ces sujets, on a pris du retard, on ne peut pas se permettre d'en prendre plus, il va falloir qu'on sauve notre écosystème, et pour ça, on a besoin de géants, parce que là, je parle en tant que VC, je vois bien, on finance, on a des talents qui sont incroyables, on a plein de boîtes, plein de talents, plein de petites boîtes, mais à un moment, une start-up, c'est une toute petite verticale au sein d'un écosystème, toujours. Alors, on aura de l'argent, on pourra la revendre, mais si elle n'arrive pas à un moment dans un gros écosystème, elle va mourir. Or, en Europe, aujourd'hui, on n'a pas les acheteurs finaux, en fait.
qui permettent de mettre cette petite start-up dans son gros écosystème. Et donc, on va la vendre à des Américains. Ça revient à un dernier sujet qui est, à mon avis, où on prend le problème un petit peu à l'envers. C'est qu'aujourd'hui, l'État commence à se dire qu'en effet, il y a un petit problème, que souveraineté numérique est un sujet fondamental. Et aujourd'hui, on va nous interdire, et nous, on a plusieurs boîtes dans notre fonds pour lesquelles on a des interdictions de vente à des boîtes américaines ou chinoises. Très bien, sauf qu'on en fait quoi de la boîte? C'est une petite verticale, elle ne peut pas vraiment vivre à terme toute seule, c'est un trop petit sujet. Si on ne la vend pas, il y a quand même toutes les chances qu'elle dépérisse. Et donc, ce n'est pas le bon argument. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout faire ça. Ça peut, et d'ailleurs, les Américains et les Chinois le font sur certaines boîtes stratégiques. Ils vont dire celle-là, vous ne la vendez pas. On pourrait faire ça, mais on ne peut pas faire ça sans par ailleurs créer les conditions de marché favorables pour qu'il y ait des acheteurs finaux et des grosses boîtes majeures qui puissent être les acheteurs finaux de ces boîtes-là. Alors, Jean-Marc, je crois que vous vouliez réagir sur la préférence pour des entreprises européennes. Non, je crois que, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas de naïveté. Et l'exemple que vous avez donné est extrêmement fort, c'est celui de Donald Trump avec TikTok. Donald Trump avec TikTok, pourquoi il agit comme ça? Parce que TikTok est une entreprise chinoise et que les données pouvaient revenir en Chine. En Europe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça serait l'équivalent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réagi comme ça face à Facebook? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que aux États-Unis, il y a un président, on peut dire tout ce qu'on veut. J'ai écrit plein de choses très désagréables sur ce président. Je pense que derrière, il y a des gens derrière et qu'on sous-estime et qu'on ignore, moi ça me frappe actuellement, mais qui ont mené un programme de bras de fer sur des questions essentielles avec la Chine, dont l'épisode TikTok est un exemple, mais il y en a d'autres. L'Europe, il n'y a personne qui fait ça. Et là, clairement, on a un vrai problème, qui est un problème politique, un problème de représentation, c'est un problème d'affirmation, c'est un problème d'oser, tout simplement. Mais, encore une fois, TikTok et les États-Unis, Facebook et l'Europe, c'est pareil. Sauf qu'on n'a pas du tout fait pareil. D'accord. Donc, finalement, vos positions se rejoignent, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on arrive à créer ces acteurs pour pouvoir à la fois créer les écosystèmes favorables au développement des startups et puis pouvoir imposer à un moment de dire nos données européennes, elles doivent rester en Europe et puis éventuellement exporter aussi, parce qu'on est souvent dans une approche défensive, mais pouvoir aussi exporter nos grandes entreprises à l'international. Alors, justement, comment on fait? C'est-à-dire que c'est quoi la vision d'avenir de l'Europe? Est-ce qu'il y a des secteurs? Est-ce que c'est trop tard? Aurélie, tu disais tout à l'heure, non, mais il y a quand même beaucoup de choses positives. Ouais. Donc, concrètement, comment on avance là-dessus? En fait, moi, je pense qu'il faut du courage politique. Voilà, je le dis ouvertement. C'est-à-dire que... Et pourtant, les États-Unis et la France sont mes deux pays que j'aime. Et qui ont des défauts, des qualités. Enfin voilà, je suis pas complètement. Enfin, je suis très très honnête. Hein. Et aux États-Unis, c'est entre autres son président en ce moment, c'est très compliqué. Mais moi, déjà, je parle de souveraineté analytique. Comme ça, on parle de data, on parle pas d'usage, il faut le dire. Souveraineté analytique, on va tous utiliser ce mot. Comme ça, le poids des mots est important dans les débats. Après, pourquoi je parle de courage politique? Parce que moi, je suis fatiguée de voir que, et c'est là où les États-Unis, il faut qu'on prenne des leçons aussi, c'est que moi, systématiquement, lorsqu'un choix d'un acteur pour un programme par soit des énormes entreprises qui ont un cashback et une flexibilité qui leur permettent, ou même l'État français, si on prend le cas de l'État français, je suis toujours étonnée en fait des arguments techniques qui viennent appuyer le choix d'un acteur étranger comparé à un acteur européen. Parce que je pense qu'il faut parler Europe et pas France. Et en fait, si on ne cesse d'utiliser les arguments techniques, aucune de nos boîtes va réussir à exploser. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on a une accélération des innovations, ce qui fait que l'écart qu'on a aujourd'hui entre une entreprise, un cloud français, européen et un cloud américain ne va que s'accroître avec le temps. Donc je pense que l'argument technique n'est pas suffisant. Et qu'il faut parfois accepter, et c'est pour ça qu'il faut un courage politique, parce que je sais que les décideurs politiques ont aussi des agendas, et donc c'est compliqué, mais parfois de dire on va peut-être prendre 6 mois de plus, mais on va donner la chance à cette entreprise européenne, à cette boîte,
de rattraper le retard technique sur un truc en particulier, parce qu'en général, c'est pas 15 000 trucs, hein, c'est vraiment un truc du cahier des charges. Et moi, j'encourage ça. C'est-à-dire, l'argument technique ne peut pas être l'argument premier d'un choix d'un acteur. On doit aider les acteurs à pouvoir être au niveau, et pour ça, il faut leur donner parfois un peu plus de temps, mais c'est du courage politique, en fait. Ça veut dire que quand on choisit un acteur américain pour gérer le Health Data Hub, on pourrait peut-être se dire, voilà. On va prendre les 6 mois dont tu parles. Exactement. Pour donner un cahier des charges, mettre une entreprise européenne à niveau et peut-être en mettre 2. Lui permettre au moins d'avoir accès à un appel d'offres de manière un peu... Et moi, je l'ai dit dès le départ, ça. C'est-à-dire, et vraiment, mon cœur est entre les États-Unis et la France, donc je ne sais pas du tout. Moi, je réfléchis en termes d'antitrust, là. C'est-à-dire que ce n'est pas mon cœur français qui parle ou mon cœur américain, c'est que je considère que la concurrence poussée à bout comme ça qu'on va moins innover, parce que forcément, les entreprises qui sont très hauts vont pas... l'écart va être tel que... Donc, voilà, c'est pour ça que je défends cette idée où il faut un certain courage politique et aussi à l'échelle européenne. Ouais. Thierry, alors comment on fait pour créer nos acteurs, nos géants européens de demain? Est-ce que c'est rattrapable d'abord, ce retard qu'on a hein, quand même, est-ce que c'est rattrapable? On voit qu'on a quand même des talents, on a de la recherche de qualité, il y a de l'argent comme tu nous l'expliquais. Comment on fait? Est-ce qu'il faut choisir des secteurs et puis investir massivement dessus? Quelles peuvent être les solutions? Je pense qu'il y a plusieurs sujets, parce que quand on parle de rattraper le retard, il y a le sujet de la data aujourd'hui, qui à mon avis est un vrai sujet pour très longtemps, et puis il y a en permanence, il y a des innovations de rupture. Donc demain, il y aura d'autres innovations. Alors les yeux suspects, hein, les ordinateurs quantiques, l'hydrogène, la voiture autonome, etc., sont des prochaines innovations de rupture. Donc il y a 2 sujets. D'abord, il va falloir essayer de prendre le train de ces prochaines innovations. Je crois quand même il y a une conscience qu'il faut essayer de le faire. Alors on n'est pas tout seul, hein, les Chinois ils vont essayer de prendre le train aussi, puis les Américains aussi. Donc évidemment on va tout faire, mais on peut peut-être prendre leçon des erreurs et les raisons pour lesquelles on a raté la tech et la data, pour au moins vraiment tout mettre en œuvre pour que sur l'hydrogène, la voiture autonome, quoique la voiture autonome c'est de la data aussi, mais bon, sur ces sujets-là on puisse être à niveau. Donc ça c'est le premier point. Et ce sur quoi d'ailleurs on travaille chez JEDI, de dire essayons sur des innovations de rupture, d'être agile et de faire rapidement des choses. Bon. À côté de ça, dire est-ce qu'on a perdu la guerre sur la data et dire bon bah on a perdu là-dessus et passons directement au reste, ça j'y crois pas. La Chine était la première puissance mondiale depuis la nuit des temps globalement jusqu'à la première révolution industrielle, hein, donc 1850, et puis elle a mis 150 ans à s'en remettre, et puis maintenant ils redeviennent une première puissance mondiale. Ils sont assez traumatisés de ça, mais ils ont juste raté la révolution industrielle. Si on rate la révolution de la data, qui à mon sens est à peu près du même niveau que la révolution industrielle de 1850, on en a pour 150 ans à s'en remettre. Donc globalement, on ne peut pas se dire qu'on rate ça, parce que si on rate ça, on devient un pays plus pauvre, etc. Et donc il est probable qu'on aura du mal à devenir les grands gagnants des prochaines innovations de rupture. Donc il faut travailler sur les prochaines innovations de rupture, mais sur le problème de la data, où aujourd'hui on est quand même un petit peu en retard, je crois qu'on s'est rejoint à peu près sur ce qu'on disait qu'il fallait faire dans la dernière question, mais il faut pas se dire qu'on a perdu. J'ai du mal à penser qu'on va devenir des géants meilleurs que les 2 autres sur ces sujets-là, mais à minima, on peut essayer de rattraper un peu de retard et se dire que tout n'est pas perdu. Quand on parle de cloud souverain, on en parle depuis des dizaines d'années, on ne peut pas se dire que demain, toutes nos datas seront toutes chez AWS. Ce n'est pas possible. À un moment, il faudra dire que les datas de l'État, des grandes boîtes, d'un certain nombre de choses soient hébergées en Europe. Ça me paraît impensable autrement. Jean-Marc, peut-être un moyen de rattraper tout ça? Et quels sont les enjeux, quoi? Ouais, le premier moyen, ça a été souligné, c'est la vision. C'est avoir une vision commune. Et je pense que dans ce qui s'est passé depuis quelques mois, on peut avoir peut-être des signes d'alignement d'un scénario plus favorable. L'Allemagne a beaucoup changé, on l'a vu dans cette crise. Il va y avoir de l'argent européen, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est un changement important, et l'argent, on peut espérer qu'il finira par y en avoir, même pour la recherche et pour les technos. On a un commissaire européen au marché intérieur qui connaît la technologie. Voilà, Thierry Breton, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu si vous regardez les précédents. Et ça n'est pas négligeable. On a un plan de relance
européen. On a des projets industriels qui, malgré tout, avancent. Alors, c'est le cas sur les batteries. Ce que j'entends dire par des acteurs du numérique, c'est que sur les données, il y a tout de même l'espoir de quelque chose qui ressemblerait à une constellation d'acteurs européens qui pourrait se mettre en place. Donc, on a, je trouve, peut-être un alignement des étoiles qui est enfin en train de se mettre en place. Et puis, alors, c'est vrai que quand on a perdu la bataille précédente, c'est difficile pour la bataille suivante. Mais lors des batailles, les cartes sont assez largement rebattues. Si on regarde sur la téléphonie, les vainqueurs de la 3G, ça n'a pas été les mêmes que ceux de la 4G. Dans la 5G, si on enlève Huawei, on voit que sur les équipementiers, Nokia et Ericsson ne sont pas du tout loin. Et donc, il va y avoir d'autres générations. Je pense que voilà, on peut avoir perdu des batailles, c'est pas pour autant qu'on est condamné à perdre pendant 150 ans. La bataille n'est pas encore si avancée qu'on en soit là, et donc je pense qu'il y a des opportunités si l'Europe arrive à se remettre en état de marche avec une vraie volonté politique. Je pense qu'il y a de vrais espoirs. On termine donc sur une note très positive. Merci à tous les trois, c'était particulièrement intéressant. Merci. Merci. Merci à vous.